Aujourd'hui, on accueille 3 invités avec qui on va essayer de répondre à la question de savoir quel est le rôle, que devient le droit d'auteur aujourd'hui à l'ère du tout numérique. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Marie Cavada, qui est l'ancien journaliste. Qui vous salue, vous tous. Oui. Donc, Jean-Marie Cavada, ancien journaliste, ancien président de grands médias français, ancien député européen de 2004 à 2019, qui va nous partager aujourd'hui la perspective et la vision politique et culturelle du sujet droit d'auteur à l'ère du numérique. On a également avec nous Clara Zloty-Kamien, qui est créatrice de contenu, formatrice en droit de propriété intellectuelle et d'intelligence artificielle, ancienne avocate. Et on a également avec nous Chloé Carignon. Bonjour. Bonjour. Qui est docteur en droit de propriété intellectuelle et de nouvelles technologies à l'université de Aix-Marseille. Bonjour. Bonjour. Et donc, on va animer la discussion avec Thomas Saint-Aubin. Thomas, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'ai l'honneur de présider l'ADIGE, qui est un petit peu la Juventus de Turin des associations du droit, créée en 1970 par des sénateurs, des magistrats, des avocats très visionnaires, parce qu'en 1970, il fallait se projeter sur les enjeux numériques du droit. Et je suis par ailleurs également coordinateur du Legal Data Space, et je remercie tous les participants qui sont avec nous dans ce beau projet pour une IA juridique souveraine. Et je suis très heureux que Anastasia, également juriste dans une grande direction juridique. Pour commencer, pour poser un peu le contexte, quand on interroge un chatbot d'intelligence artificielle, par exemple le ChatGPT, on obtient une réponse à peu près n'importe quelle question. La question qui s'en pose, c'est celle de savoir d'où proviennent ces données. N'y a-t-il pas, parmi les données qui entraînent l'intelligence artificielle, des œuvres, des créations protégées par le droit d'auteur? Jean-Marie, je m'adresse à vous. En 2018, vous avez écrit que les GAFA imposent leur modèle économique qui consiste notamment en exploitation de contenus sans autorisation, parfois en absence de rémunération juste des auteurs. Vous avez parlé des plateformes comme des prédateurs de démocratie. Quelle est, selon vous, la situation actuelle en 2025 sur ce terrain? Alors c'est vraiment très intéressant parce que tout ça a beaucoup évolué. Quand je disais prédateur, et le mot français dit bien ce qu'il veut dire, un prédateur, c'est quelqu'un qui prend des biens qui ne lui appartiennent pas et le fait régulièrement et s'en nourrit. Bon, si quelqu'un a quelque chose à dire contre ça, je le recevrai de 12h à midi en audience. Je veux dire que c'est une réalité qui n'est même pas discutable. Mais en revanche, on n'en est pas resté là. Beaucoup de choses ont évolué. D'abord, un certain nombre de continents ont commencé à travers le monde à s'armer, disons, d'interrogation, puis de protection, puis, je dirais, de contentieux, de façon à ce que chacun puisse faire valoir ses droits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le continent européen, parce que même si les Français sont en pointe, et dans la technologie, et dans les contenus, les Français ont toujours été, depuis maintenant presque 30 ans, leaders dans la défense des contenus. Maintenant, on voit aussi qu'ils le deviennent dans la défense des plateformes et des technologies de pointe. Et c'est une très bonne chose. Eh bien, aujourd'hui, au fond, il n'y a que la dimension européenne. Le continent européen, c'est quand même 450 millions d'habitants. C'est-à-dire, à part la Chine, c'est le plus gros marché du monde, en termes de volume. En termes numéraires, non. Pourquoi? Parce que nous avions accumulé un retard extrêmement important qui fait que les États-Unis dominent et on le sait. Aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qui se passe en Europe? On a fait en 2018, j'y étais pour quelque chose d'ailleurs, le règlement sur le RGPD. Pourquoi le RGPD? Parce que c'était évident que tant du point de vue des droits fondamentaux européens, qui quand même balisent les libertés européennes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que du point de vue économique, où il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner, et d'ailleurs la preuve c'est que cet argent est parti massivement aux États-Unis, qui étaient en pointe dans cette affaire, par l'achat des services numériques, eh bien il fallait que l'on trouve une régulation. Cette régulation a eu lieu, elle n'est pas parfaite, je peux en parler d'autant plus facilement que j'en suis l'auteur ou quasiment, et elle a besoin d'être modernisée. Mais attention, on en reparlera tout à l'heure sans doute, moderniser quoi, comment, au profit de qui, il va falloir mettre son œil dedans. La deuxième chose, c'est qu'on a fait en 2019, en mars 2019, la loi droit d'auteur et son extension droit voisin pour la presse. Petite parenthèse, la presse mondiale, donc européenne, donc française, est en très mauvais état.
pour une majeure partie des opérateurs de presse, parce que faire de l'information vérifiée, ça coûte, faire de l'information de terrain, ça coûte, faire de la diffusion de l'information, ça coûte. Or, ça coûte quoi ? Ces entreprises se nourrissent sur la publicité. Cette publicité a été dérivée petit à petit, progressivement, vers le continent américain d'abord et d'autres continents à venir. Qu'est-ce que j'observe aujourd'hui pour faire court, ou plutôt pour vous laisser de l'espace ? J'observe que les États-Unis, patrie du libéralisme technologique, qui vivent à l'abri, qui dominent une vassalité, j'ai dit prédateur en 2019, je dirais aujourd'hui vassaux. Enfin, seigneur, et les vassaux, c'est nous. La vassalité, c'est quoi ? C'est le fait que, par le biais juridique, la section 230, qui est une loi américaine que l'administration Clinton a fait voter, fait que tous les diffuseurs de services numériques sont déclarés irresponsables de ce qu'ils diffusent. Et on voit bien tout de suite que, par rapport aux créateurs de contenu, notamment la presse, évidemment, c'est pas vivable, puisque eux, ils sont responsables. J'ai pas le droit d'insulter les gens. Il y a de la diffamation, des amendes, de la prison, du pénal, etc. J'ai pas le droit de discriminer, même chose, le pénal, etc. Je parle devant une assemblée d'avocats. C'est une logique. Donc, notre but, il a été de rapprocher à petits pas et de forcer la Commission à en tenir compte pendant tout un laps de temps, 4 ou 5 ans, pour rapprocher le droit qui encadrait la diffusion du numérique du droit réel, c'est-à-dire ce qu'un citoyen normal a le droit ou n'a pas le droit de faire. On en est encore très loin, mais il y a quand même des pas importants qui ont été faits. Et j'observe, et j'en terminerai pour ce premier point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les Européens ne sont plus tout à fait les seuls à s'ériger en régulateurs sérieux. L'Australie pour la défense des mineurs. Les États-Unis eux-mêmes, la Californie, il y a maintenant 15 jours, le gouverneur Gavin Newsom, qui avait refusé l'an dernier de promulguer la loi de défense des mineurs, cette année l'a accepté. Et donc on voit bien que tout ça bâtit un ensemble de protestations. Et en France, qui est très en pointe dans ce domaine aussi, eh bien, il y a devant les tribunaux aujourd'hui des plaintes déposées, notamment contre TikTok, puisque TikTok, au fond, a fait office de pourvoyeur de moyens, ce qui, du point de vue pénal, mesdames, ne vous surprendra pas, parce que là, évidemment, c'est le too much qui fait qu'il y a eu des actions qui ont été déposées et on verra ce que ça donne. Mais on est donc dans un univers de régulation. Et terminant la chose là, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'aujourd'hui, probablement d'abord sous l'effet de la propagande américaine à Bruxelles et en France et dans les pays membres, on a accepté petit à petit une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'idée, une idée qui est tout à fait fausse, mais elle domine dans la pensée, à savoir que la régulation serait l'ennemi de l'innovation. Je proteste contre cette idée, je la trouve absolument stupide. Si l'on veut dire par là que l'excès de régulation, je ne parle pas de la régulation, de l'excès de régulation, comme l'excès de vitesse, gêne le développement d'un certain nombre d'innovateurs et de plateformes et de toute l'industrie. Oui, parce que l'excès produit trop de normes et pas assez de direction stratégique. Si l'on veut en revenir à des directions stratégiques, alors j'accepte l'idée. S'il s'agit, et ma crainte, c'est qu'il s'agit actuellement largement de ça à Bruxelles, s'il s'agit d'araser, de diminuer les protections de ceux qui produisent des contenus, alors il va falloir se battre dans cette affaire pour faire en sorte que l'argent que contiennent les créateurs, qu'ils produisent les créateurs de contenus, ne s'en aille pas dans les poches d'autrui et que nous ne soyons pas économiquement définitivement vassalisés. Merci. Donc aujourd'hui, les GAFA, donc les plateformes numériques qui ont un pouvoir indiscutable sur la scène du droit d'auteur mondial, finalement pouvoir à peu près dans tous les domaines, et notamment en ce qui concerne la production de contenu. Et ils prennent une position finalement que trop de régulation freinerait l'innovation. Ce qui est... que la régulation tout court freinerait l'innovation. Oui, et pourquoi je disais que c'était d'ailleurs un non-sens, ou plutôt c'est purement de la propagande ? Parce que si la régulation régalienne empêchait le développement de l'innovation, vous n'auriez pas d'industrie automobile, puisqu'il y a un code de la route qui est à peu près aussi vieux que les pneus. Complètement.
vous n'auriez pas d'industrie aéronautique, puisqu'il y a un code de la circulation aérienne. Moi qui suis pilote dans la vie, je peux vous dire heureusement qu'il y a un code de circulation aérienne. Mais est-ce que ça a freiné l'industrie aéronautique? Pas du tout. D'ailleurs, les gouvernements eux-mêmes ont financé l'industrie aéronautique. Là où les GAFA, il faut les entendre, en effet, c'est de trouver l'équilibre. Mais pour trouver l'équilibre, il faut que chacun soit loyal, qu'il y ait un prix de ce que l'on vend, qu'il y ait une négociation et qu'il y ait une acceptation par celui qui achète. Je ne veux pas qu'on continue dans le monde, et en tout cas en Europe, l'idée tout à fait sauvage, western, cow-boy, qui consiste à prendre quelque chose et ne pas le payer dans un premier temps, et ne pas le payer à son juste prix dans un deuxième temps. C'est le seul commerce qui, au fond, aurait droit de citer dans le vol. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, il y a des négociations, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais quand même, on a déjà beaucoup progressé. Et donc, c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il faut trouver l'équilibre. Chloé, Clara, je me tourne vers vous. Quel est votre avis? Les plateformes numériques, les GAFA, est-ce qu'ils sont des partenaires, des prédateurs, des vassaux ou des outils mal compris? Chloé. D'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'une plateforme? Alors moi, je rappelle quand même que, comme vous l'avez dit, on a des bases quand même juridiques en France avec l'article L111-7 du Code de la consommation qui couvre les plateformes de référencement, de classement et les plateformes d'intermédiation. Cet article est issu de la loi pour une République numérique, avec une obligation d'information et de transparence de la part des plateformes. Et au niveau européen, le DSA, adopté en 2022, qui s'applique depuis le 17 février 2024 et qui vient justement dégager la notion d'intermédiaire en ligne avec une définition qui intègre les hébergeurs, les moteurs de recherche, les places de marché en ligne et les réseaux sociaux. L'idée, c'est que ces entités puissent faciliter l'accès au contenu, évidemment, et qu'il y ait une mise en relation entre la fourniture de contenu et les contenus qui seraient éventuellement illicites aussi, et qui touchent les utilisateurs. Alors, le DSA, au niveau européen, vient justement réguler et permettre une mise en contact, certes massive des données, mais avec les utilisateurs, et intègre aussi les contenus tels que TikTok peut divulguer, des contenus qui seront illicites et qui portent atteinte notamment aux mineurs aussi. Alors, savoir si les plateformes sont des prédateurs, pour ma part, je pense qu'effectivement, leur grande accessibilité et visibilité peut nuire à certains utilisateurs, notamment aux mineurs, et aux contenus aussi qui sont protégés par des droits d'auteur, tels que des contenus illicites et qui justement portent atteinte aux droits d'auteur. Donc oui, il y a un risque. Le risque n'est pas zéro. Encore faut-il justement identifier les contenus et faire preuve de transparence. Donc s'en remettre peut-être aux utilisateurs, s'en remettre à ce qui existe avec le DSA, le Digital Services Act. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet-là. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est pas forcément du point de vue pur juridique, quoique, en fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait comme une légitimisation à un moment donné du vol pour certains acteurs, et comme si en fait il y avait une inversion entre je fais et puis après je vais bien voir s'il y a des règles, alors que les règles elles préexistent. On attend finalement que ce nouvel objet de droit qui débarque, donc à un moment donné, il y a eu Internet, puis il y a eu les plateformes, aujourd'hui on est avec l'IA, se retrouve régulé. Mais il l'est déjà, parce qu'il y a déjà des règles qui préexistent. Et on a l'impression en fait que parce qu'il y a un nouvel objet de droit, il y a vide juridique, et c'est totalement faux. Et ça sert en fait ces gros acteurs-là, qui eux se développent sur quoi? Se développent sur les créateurs, sur la création, parce qu'ils en sont le vecteur, mais ils en sont aussi la scène. Aujourd'hui, sans ces grosses plateformes, les créateurs sont totalement invisibilisés. Donc, on a forcément un rapport de force qui est absolument énorme et une dépendance. Si les créateurs ne se trouvent pas sur ces plateformes qui définissent elles-mêmes leurs règles quant à la visibilité des créateurs, les algorithmes qu'il y a derrière, comment est-ce que ça va vraiment être mis en avant ou non, qui va pouvoir avoir une part dans ce marché-là ou pas, au final, les créateurs ne sont rien. Un créateur qui s'en va d'une plateforme, c'est rien pour la plateforme. Mais c'est tout pour le créateur. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on observe quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un boom, quelque chose de disruptif au niveau technologique, c'est les acteurs qui vont prendre cher. Et je vois ça, par exemple, comme un pattern qui se répète. Si on pense aux années 2000,
avec les piratages massifs des créations suite à l'arrivée d'Internet. Donc, il y a eu les piratages massifs, les téléchargements illégaux, ensuite le streaming illégal. Il y a des correctifs qui arrivent, mais c'est les plateformes qui les proposent, c'est-à-dire que des plateformes vont proposer le téléchargement légal, le streaming légal, et finalement, elles vont imposer leur modèle économique par rapport à ça pour venir corriger quelque chose qui n'aurait pas dû être, qui arrivait comme s'il n'y avait pas de règles, alors que les règles étaient déjà là. Et ensuite, on va prendre d'autres règles pour s'adapter. Mais je pense que c'est fait un petit peu à l'envers et qu'il y a un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu contraint par ça. Et aussi d'un point de vue économique, quand on veut rester concurrentiel. Comment est-ce que l'on fait pour d'un côté laisser les plateformes se développer parce qu'on peut avoir un avantage d'un point de vue étatique à l'échelle de l'Union européenne et pour rester concurrentiel, et en même temps venir poser des limites et ne pas faire s'effondrer les créations, parce que sans les créations, en fait, derrière, il n'y a plus rien. Ce qui est intéressant, un mot si vous permettez, ce qui est de très intéressant dans ce que vous venez de dire, mesdames toutes les deux, vous êtes avocates, donc vous savez très bien de quoi je vais pouvoir parler là, c'est que la technologie va tellement vite que le législateur, il court derrière. Mais c'est tout le problème, finalement. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, ce sera la même chose pour l'IA Act, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Il est arrivé dans des conditions tout à fait, je dirais, surréalistes. L'IA Act a été conçu avant le 22 novembre 22, c'est-à-dire avant que M. Altman ne fasse le coming out, si je puis dire, de ChatGPT. Et par conséquent, la base de ce texte était déjà là. Et puis tout d'un coup, le texte arrive sur le bureau des députés européens, la commission le dépose, et puis quelques jours plus tard, ou même pendant, ChatGPT fait son irruption dans le monde, et on s'aperçoit que le texte de l'IA proposé par la commission, il est vétuste. Enfin, pas vétuste, mais il a du retard. Et donc, on le rafistole un peu. Et c'est celui-là qu'on a actuellement. Donc, il est très incomplet et insuffisant. Justement, ce que j'aimerais bien qu'on aborde comme sujet, tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme levier de régulation. Par exemple, selon le sondage d'Ipsos qui date de 2024-2025, 77% des Européens considèrent que l'IA n'est pas suffisamment régulée aujourd'hui. Quels sont les outils de régulation qui existent à la disposition de nous tous en 2025 et qui permettent de cadrer l'intelligence artificielle ? C'est pour moi. Okay. Alors déjà, à titre personnel, je ne suis pas forcément d'accord avec la majorité des personnes qui ont répondu à cette question. Selon moi, l'IA est largement assez régulée. Je m'explique. Le concept d'intelligence artificielle, il ne date pas d'hier. On a l'impression que parce que ChatGPT, c'est 2022, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas vrai. Cette terminologie, elle existe depuis les années 50, plus particulièrement 1956. Et c'est un concept, l'IA, qui a évolué en fonction de la façon dont on l'a appréhendé et dont on a essayé de le développer. ChatGPT, c'est spectaculaire. C'est extraordinaire. Quand ça arrive en 2022, on a l'impression qu'il n'y avait jamais eu d'IA avant, alors que c'est totalement faux. Et d'un coup, pareil, ce sentiment de nouvel objet de droit, vide juridique, on peut tout faire et on ne sait pas en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que l'IA, on ne la comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, mais on l'utilise tous. C'est ça qui est qui est assez intéressant, c'est que quand c'est disruptif, on peut se dire, parfois c'est réservé à certains qui ont vraiment une connaissance technique assez spécifique, qui sont capables d'appréhender la technologie et de l'exploiter. Et là, en fait, c'est réservé à tous. Donc déjà, il y a ce sentiment-là que, OK, il n'y a pas de réglementation, ce qui est faux. À chaque fois, il y a toujours des réglementations préexistantes. Donc il y a déjà un cadre qui existe, que ce soit en propriété intellectuelle, plus précisément pour les droits d'auteur, en données personnelles, etc. Et donc, ce cadre, il est déjà posé. Et à ça, effectivement, ça a ajouté une course à la réglementation à l'IA, puisque le texte qui a été repris à partir de ChatGPT en 2022, qu'on a voulu finaliser vraiment extrêmement rapidement, puisqu'il a été finalisé en juin 2024, c'est un texte qui préexistait, mais qu'on avait un peu abandonné en quelque sorte. On l'a repris avec cette intensité, cette vigueur, parce qu'il fallait faire quelque chose, il fallait être le premier à avoir quelque chose à mettre en avant en termes de régulation, propre à la technologie elle-même, même si en fait ce texte-là, il va réglementer les usages, pas forcément la technologie elle-même, mais au final, il fallait être concurrentiel aussi sur l'encadrement juridique et montrer l'exemple. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a
des textes qui préexistent, qui s'appliquent à certains domaines, et à partir du moment où l'IA transversale va toucher à ces domaines-là, ces textes vont s'appliquer. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont suffisamment précis pour bien correspondre, est-ce qu'il faut les compléter, est-ce qu'il faut les ajuster, etc. Et puis en plus, on a le règlement sur l'IA, évidemment, qui lui vient rappeler à ces textes, qui dit il faut appliquer les règles sur le droit d'auteur, les règles sur les droits voisins, les règles sur les données personnelles. Et ensuite, plus précisément par rapport à l'intelligence artificielle, et au droit d'auteur. Donc, on va avoir déjà les règles de base. Un auteur va être protégé sur ses créations à partir du moment où il a créé quelque chose qu'il a matérialisé, extériorisé, que c'est considéré comme original. Donc voilà, il y a des critères derrière. Quand c'est fait, il y a des droits d'auteur. Ces droits d'auteur, ils permettent à l'auteur de bénéficier d'un monopole. Il a le droit de dire oui, j'autorise, non, je n'autorise pas à ce que l'on exploite ma création. Voilà. À partir du moment où il a dit oui, c'est très bien, ça passe par des contrats. Si il a dit non ou qu'il n'a rien dit et qu'on le fait quand même, c'est de la contrefaçon. À côté de ce monopole, il y a des exceptions qui existent, qu'on va trouver dans le Code de la propriété intellectuelle à l'article L122.5. Ces exceptions, elles sont complétées au fur et à mesure des textes, et on a une directive qui date de 2019, la directive sur le droit d'auteur et droits voisins dans le marché numérique, qui a ajouté une exception qui est devenue le socle pour l'utilisation et l'exploration des créations par les IA pour leur développement, c'est l'exception de text and data mining, fouille de texte et de données. Cette exception qui se subdivise en deux, avec une exception propre aux recherches aux fins scientifiques, et une exception plus large, qui est vraiment celle qui est tout à fait exploitée aujourd'hui, quelle que soit la finalité de la fouille. Et ça va permettre quoi ? Ça va permettre aux sociétés qui vont développer des modèles d'IA d'aller explorer Internet. Donc, de quelle manière ? Donc, ils vont fouiller des corpus de textes gigantesques. Ils vont en extraire des informations au travers des textes et des données pour aller, pour être capable de dégager des tendances, des corrélations, des statistiques, etc. Et c'est à partir de ça qu'ils vont entraîner leur modèle et qu'ils vont pouvoir faire apprendre à leur modèle. Ce qui se passe, c'est que cette exception-là, qui peut effectivement être mise en œuvre pour échapper à l'autorisation, qui doit normalement, par principe, être donnée par l'auteur ou le titulaire des droits sur l'exploitation de cette création, elle doit respecter des conditions. Donc déjà, il faut que l'œuvre, il y ait un accès licite. Déjà, ça, c'est absolument questionnable. J'ai en tête une affaire, je crois que c'est une affaire en cours, entre les 3 majors de la musique, donc Sony, Universal, Warner, contre Suno, qui est une IA qui propose de générer de la musique, où en fait aujourd'hui les 3 majors reprochent à Suno de contrefaire les musiques qui leur appartiennent en termes de d'auteur droit voisin, puisque Suno aurait utilisé la technique du stream ripping, à savoir le fait de contourner les modes de protection des musiques disponibles sur YouTube pour passer de streaming à musique téléchargeable et pour les recopier. Donc déjà, ça, c'est pas un accès licite. Si on met de côté la première condition d'avoir un accès licite à l'œuvre, la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas eu d'opt-out. L'opt-out, c'est justement quelque chose qui va beaucoup nous intéresser maintenant. C'est la directive de 2019 qui vient nous indiquer la possibilité de faire cet opt-out. C'est repris par le Code de la propriété intellectuelle à l'article L122.5-3. L122-5-3 et à l'article R122-28 qui vient nous expliquer que cet opt-out peut être fait de certaines manières, c'est-à-dire que l'auteur, en tout cas dans le cas français, c'est à l'auteur de faire l'opt-out, peut dire non, je ne veux pas autoriser la possibilité à ce que cette exception soit mise en œuvre. Oui, donc de ce que j'entends, donc les exceptions permettent finalement d'utiliser les données qui sont protégés par le droit d'auteur, mais qui se trouvent en libre accès sur Internet. Et donc, dans certaines situations, dans certains cas, ces données ils peuvent être utilisées sans autorisation ni rémunération des auteurs. Et donc, ces exceptions, ils sont finalement prévues par le texte légal et qui font dérogation à la règle d'origine qui consiste à dire que tout ce qui est protégé par le droit d'auteur nécessite forcément, pour être utilisé, l'autorisation de l'auteur lui-même. Oui. Donc, quelles sont ces exceptions concrètement quels sont ces cas quand ces données, ces œuvres peuvent être utilisées sans autorisation ? Et c'est le fait de pouvoir copier ou de pouvoir reproduire, mais de manière
temporaire, juste à des fins de fouille de texte, c'est-à-dire juste au fond d'aller tirer les données, d'aller tirer les informations qui vont permettre au modèle de s'entraîner sur des statistiques, des corrélations, des tendances, mais de manière temporaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'entraînement a eu lieu parce qu'on a déjà tiré les informations, les données doivent être supprimées. C'est écrit noir sur blanc dans les textes légaux. Et la finalité de cette extraction En fait, c'est toute fin, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il y a l'article 3 à des fins de recherche scientifique sur la directive. L'article 4, quelle que soit la finalité, c'est dit noir sur blanc par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille. Donc en fait, ça donne un socle, ça légitime absolument toutes ces exploitations-là. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est repris par le RIA lui-même, donc le règlement sur l'IA, qui y renvoie. Donc finalement, quelque chose qui n'a pas du tout été pensé en ce sens, parce que ça n'a pas été pensé C'était même pour le contraire, ça. exactement. Oui, Je suis un des... j'ai constitué la base professionnelle de ce texte en 2019. Premier vote en 2018, nous le perdons. Deuxième vote en 2019, nous le gagnons. Et qu'est-ce que nous voulions ? Nous voulions ouvrir une fenêtre pour la recherche essentiellement. C'était ça, avec une petite extension que vous venez de souligner. Et on a abouti exactement à l'inverse, parce que ce texte a été exploité dans le mauvais sens. Ça dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant, ce que vous développez, parce qu'on voit bien que non seulement la loi court après la réalité, Oui. mais il faut aussi ajouter que les exécutifs nationaux ou européens ne s'occupent pas directement tout de suite de l'application de la loi. C'est-à-dire que vous votez une loi, elle est transposée 3 mois plus tard en France, cette loi, ma directive de 2019, mais qui s'occupe de voir si elle est appliquée? La police de l'exécution et du respect de la loi, c'est les ayants droit qui doivent le faire. On voit bien que c'est le monde à l'envers. Et je voudrais d'ailleurs renverser la table encore une deuxième fois, si vous me permettez, parce que c'est très important, on est dans un moment de transition. Eh bien, nous n'en serions pas là. L'entassement des normes, d'une part, les exceptions qui ont mal tourné, que vous soulignez, d'autre part, si on avait réfléchi à comment reproduire quelque chose qui, à mon avis, est incontournable et qui, d'une façon ou d'une autre, finira par arriver, à savoir la responsabilité juridique de quiconque fait un acte de communication publique. Si on avait fait ça, on n'aurait pas TikTok et le fait de pousser les mineurs au suicide. On n'aurait pas fait toute cette poubelle que l'on voit sur un certain nombre de réseaux trash et qui attaquent la démocratie. On n'aurait pas fait le vol des données qui est devenu un commerce mondial. On n'aurait pas eu tout ça. Vous voyez ? Donc on a raté ce train. Alors c'est compliqué à faire maintenant, à rattraper, je ne sais même pas si c'est possible, mais vous savez, quand on me dit que ça n'est pas possible, je rappelle qu'on ne perd que les batailles que l'on n'a pas engagées. Et je pense qu'un jour, il y aura un tel entassement de contradictions qu'il faudra reclarifier ça. Est-ce que vous pensez justement, Jean-Marie, que cette exception prévue par la directive, qui permet de scraper les données, les œuvres protégées par le droit d'auteur à des fins d'analyse, cette exception est beaucoup trop large et qui peut être interprétée de cette manière que les modèles d'IA peuvent s'entraîner dessus? Si, vous avez raison, c'est une évidence d'ailleurs, vous venez de le dire, hein, franchement, ça a été torsadé tout de suite, mais ça avait été conçu de façon probable. Personne, à l'époque, je me souviens très bien de mes discussions avec tous les interlocuteurs qu'on avait, hein, les opérateurs, les développeurs, tout ça, personne n'avait pensé que l'extraterritorialité juridique américaine qui a couvert le monde entier, à l'exception de la Chine, un peu de la Turquie et encore, c'est-à-dire des régimes autoritaires. Hein. Je rappelle au passage que ce que les mineurs français voient sur TikTok est interdit en Chine. Ça en dit long, ça quand même, sur notre faiblesse. Ça en dit long. Et sur le fait qu'il faut fermer toute chose qui sort des règles. Tu sors des règles du commerce dont tu as besoin, alors on ferme. Temporairement ou définitivement. Tu construis des monopoles, on démantèle. Parce qu'on voit bien que la dérégulation mondiale atteint une dispersion où on court derrière avec des petites notations juridiques qui finalement ne trouvent pas bien leur application. Là, on est dans un moment de transition, il faut dire ces choses. Mais en effet, vous avez raison, peut-être qu'on a manqué de prudence d'ailleurs à l'époque, on n'avait pas imaginé ça, pas du tout. C'est l'IA qui a étendu le champ. Qui décuple le champ, tout à fait. Au-delà de cette directive, qui effectivement aujourd'hui est interprétée d'une manière peut-être un peu trop large et pas exactement comme ça a été prévu initialement lors de la rédaction du texte,
quels sont les mécanismes qui permettent de cadrer davantage les choses? Tu as commencé à parler du mécanisme d'opt-out, Clara. Est-ce que tu peux développer ce mécanisme? Alors du coup, pour expliquer, donc cette exception, elle est soumise à 2 conditions. On a la nécessité d'un accès licite à l'œuvre et le fait qu'il n'y ait pas eu d'opt-out. Alors, qu'est-ce qu'un opt-out? La façon dont c'est défini par les textes, c'est le fait qu'il y ait la possibilité pour les crawlers, donc c'est les robots qui viennent explorer l'intégralité d'Internet et récupérer de l'information pour justement entraîner leur modèle via la fouille de texte et de données, de repérer qu'il y a un opt-out. Donc on parle de procédés lisibles par la machine. Donc ce qui est indiqué dans les textes, c'est l'opt-out va se faire via des procédés lisibles par la machine. En tout cas, quand il s'agit de contenu disponible sur Internet. Ça, c'est les terminologies qu'on va trouver dans la directive. On la trouve aussi dans le Code de la propriété intellectuelle. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on trouve aussi l'indication, y compris via des métadonnées. Donc on va voir ce que ça signifie. Et puis après, on a aussi indiqué que cet opt-out, se faire via les conditions générales d'utilisation. En tout état de cause, il est indiqué que ça n'a pas à être justifié, cet opt-out qui est formulé. Et, en tout cas, d'un point de vue national, via la transposition de la directive, ça doit être fait par les auteurs. Donc déjà, cet opt-out, il est restreint, puisque au niveau de la directive elle-même, c'était tous les ayants droit qui pouvaient réaliser cet opt-out. Donc, se dire, je sors de la possibilité d'être sous le coup de cette exception. Et maintenant, c'est restreint uniquement aux auteurs. Donc, l'opt-out, il doit être fait de cette façon-là. Sauf qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la manière dont l'opt-out est réalisé suffit vraiment à ce qu'il soit respecté? Parce que d'un point de vue plus technique, et si je peux me permettre d'enchaîner là-dessus, ou si tu veux enchaîner sur la façon dont c'est fait d'un point de vue technique les opt-out, c'est bien beau, hein, mais je ne suis pas trop certaine que ce soit très efficace et très efficient, quoi. C'est sur la preuve aussi de l'opt-out. Comment est-ce qu'on, justement, on a la preuve que l'opt-out a été exercé par l'auteur et respecté par le fournisseur? C'est ça aussi la question. Alors, il y a des choses qui sont dites au niveau de la preuve. On a aussi les armes juridiques. Moi, j'y crois à ça. Et c'est vrai que la responsabilité, c'est toujours une question de responsabilité des fournisseurs d'IA, finalement. Et le RIA nous dit qu'il y a, normalement, il doit y avoir une détection, plus une transparence. Et la charge de la preuve, elle est en grande partie due par le fournisseur du modèle d'IA. Comme tu l'as dit, l'auteur aussi doit exercer son droit d'opt-out. Donc, comment on vérifie ça? C'est aussi c'est les questions qui restent en suspens aujourd'hui. Là encore, si vous me permettez, mais terminez d'abord, s'il vous plaît. Là encore, si vous permettez, on voit que l'application juridique de cette affaire, parce qu'il fallait bien trouver une assise juridique pour qu'on puisse tester si jamais on estime avoir été violé dans sa propriété, là encore, on a fait une interprétation, y compris dans le complément des textes qui sont arrivés, inverse de l'esprit des choses. Je vous écoutais tout à l'heure. D'où vient l'idée de l'opt-out quand nous l'avons conçu en 2016-17, puisque ça a pris pratiquement 3 ans cette affaire pour qu'on puisse sortir la directive 1 en 2019, qui était prête en 2018 d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on a dû repasser devant la séance plénière pour avoir une majorité et que ce soit voté définitivement. L'opt-out, c'était l'idée que le créateur, c'est le propriétaire de l'œuvre. Et que par conséquent, on doit frapper à sa porte pour dire est-ce que je peux l'utiliser? Comment? Après, qui délivre la permission? L'auteur. Ouais. Mais l'auteur, maintenant, il se trouve dans une situation de devoir justifier la propriété de son œuvre. Non, là encore, on a torsadé à l'envers par l'utilisation, par le biais de la pratique, un texte qui n'avait pas cet esprit quand on l'a fondé, vous voyez? Et c'est tout ça qu'il faut recorriger. Et au passage, si on fait un clearing en Europe de toutes ces tamas de régulations ou de normes dont certaines ont vieilli, d'autres sont devenues inutiles, il faut préserver l'essentiel. La propriété intellectuelle, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros annuels de richesse. Je répète, d'ailleurs, ceux qui ne me croiraient pas appelleront Ernst & Young. Nous avions fait faire
avec la SACEM, une étude sur la valeur économique de la propriété intellectuelle en Europe, dans les pays des 28, puisque la Grande-Bretagne à l'époque était encore dedans. Et il était tout à fait avéré que c'était une mine d'or extraordinaire. Il n'y avait pas besoin de ça d'ailleurs pour s'en rendre compte. Pourquoi les grands ensembles américains monopolistiques ont fait un tel forcing sur l'Europe? Parce qu'ils veulent nous faire les poches. Je veux dire, c'est la loi du commerce, à la limite. Tant pis pour nous si on est trop faible. Mais ça dit quand même les choses que nous devons préserver. C'est très important, ça. Je crois que tu l'as dit, format lisible par les machines. Et c'est vrai que nous, juristes, on l'a déjà connu, ce format lisible par les machines, dans le droit à la portabilité des données consacré dans la loi République numérique et ensuite dans le RGPD. Et d'ailleurs, c'est l'origine de notre rencontre, Jean-Marie, parce que pour la petite histoire, Jean-Marie Cavada était venu me trouver quand il a quitté son mandat d'eurodéputé en disant « Je me suis battu sur des textes pendant des années, pendant 3 mandats, je crois, Jean-Marie. Et Jean-Marie est un des premiers législateurs européens à se rendre compte qu'il ne faut pas s'arrêter à l'approche lexicale littéraire du droit. Il fallait avoir un prolongement là-dessus. Et c'est vrai que cette approche d'un contrat lisible, intéressons-nous-y. Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Moi, j'ai fait ce métier de crawler, de scrapping légal. J'ai beaucoup publié sur d'aller récupérer de la data sur le web, la donnée juridique, et comment je dois la récupérer licitement. Eh ben, c'est pas évident. Parce que quand on vous dit dans l'exception, il faut pouvoir lire les CJU, etc., ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a autant de rédactions de CJU qu'il y a de juristes, etc. Donc, on pose la question des standards et des standards de contrats augmentés, on appelle ça comme on veut. Nous avions d'ailleurs mené une expérimentation au moment de la mise en œuvre de la directive avec Kern. Et on avait pu, ma start-up à l'époque, Séraphin, on avait mis en place une logique comme ça, de logique booléenne, oui, non. Et nous envoyions des robots, donc des scrappers, sur 15 000 sites, et on installait cette sorte de CGU augmenté. Et ce que nous arrivions à faire, c'est, il y a le méchant crawler, celui qui vient piller et il va pas respecter le droit, et il y a le gentil crawler, c'est celui qui va rentrer dans un cadre et qui va se servir uniquement ce qui est autorisé ou pas. On a vite vu qu'il fallait aller au-delà de la logique oui ou non, la logique opt-out ou l'opt-in, parce que quand on touche au droit d'auteur, et on y a réfléchi ensemble en préparant cette séquence, on va parler des démembrements de la propriété intellectuelle, on va parler du droit de destination, on va parler des périmètres des droits, etc. Et on peut également innover, pas seulement en ayant un format d'opt-out clair et lisible, peut-être, on en parlera tout à l'heure, un registre centralisé, mais également dans les opt-in, et quelles sont les permissions que je vais donner. Et d'ailleurs, il y a une expérimentation, on se rappelle tous du lanceur d'alerte, qui était Laurence Lessig, en 2000, moi j'étais étudiant en droit à l'époque, je disais code ISLO, ça faisait très très peur. J'ai dit mais que vais-je devenir? En fait, le code ISLO, c'était ni plus ni moins, c'est attention, le code devient la norme, et donc les Creative Commons, c'était un début de métadonnées lisibles. Moi aujourd'hui, je pense que tu le fais aussi dans les formations de droit d'auteur, quand je veux montrer à des artistes ou des réutilisateurs d'œuvres comment réutiliser quelque chose, je peux déjà avoir une requête en fonction des 4 grandes licences Creative Commons. L'inconvénient des Creative Commons, c'est que je suis pas sûr que l'auteur ou la plateforme qui a mis sous Creative Commons, parce que YouTube propose les Creative Commons par exemple, je suis pas sûr que c'est l'auteur lui-même qui l'a mis. Donc il y a aussi une logique d'avoir un ancrage, est-ce qu'il faut remettre en cause la protection de la création, est-ce qu'il faut se rapprocher des systèmes de la propriété industrielle, mais en tout cas de pouvoir avoir une preuve que quelqu'un est bien l'auteur, et c'est un lien sur lequel je crois que tu as beaucoup travaillé, de lien entre l'œuvre, la preuve d'antériorité, peut-être l'horodatage, et d'avoir des versions compréhensibles par la machine. Je crois que tu as travaillé avec les sujets NFT. Exactement, c'est l'objet de ma thèse, puisque ma thèse porte sur les droits d'auteur et les jetons non fongibles. Et donc toute l'idée de tracer l'œuvre de sa création, du processus créatif aussi, pour ensuite la retrouver dans des systèmes de blockchain et eurodater le processus créatif et tout ce qui touche finalement à la création, qui a fait quoi, à quel moment, etc. Ça, pareil, c'est pas nouveau non plus, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça, finalement, la traçabilité d'un processus créatif, ça a toujours existé. Après, ce qui a émergé, c'est cette blockchain. Il faut trouver simplement l'outil qui soit adapté Exactement, à l'actuelle c'est un outil technologique qui soit adapté. Oui. Et l'idée, c'est on a encore une fois toutes les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui vient encadrer l'œuvre, les droits moraux, les droits patrimoniaux, ces belles choses propres au droit français. Et selon les continents, puisque aux États-Unis par exemple, c'est pas le même droit que nous. Non, c'est du copyright. Copyright. Mais ce système de traçabilité par la blockchain, ça peut être déjà une solution qui peut être exploitable, à voir comment. Et pareil pour aussi ces œuvres qui sont générées par des systèmes d'IA, comment est-ce qu'on les retrouve, comment on trace les données, les datas qui sont utilisées, quelles sont les données entrantes et finalement le résultat sortant d'une IA générative, qu'est-ce qu'on en fait ?
Pour sortir d'ailleurs de la tension qui existe depuis plusieurs années sur plusieurs sujets, notamment sur celui-là, je voudrais rappeler un fondamental assez simple. L'opt-out n'a pas été créé pour empêcher la modernisation des outils technologiques, pas du tout. L'opt-out a été créé pour donner un moyen de négociation, et ça dit bien ce que ça veut dire, négocier, avec ceux qui allaient l'utiliser. D'ailleurs, il n'y a pas que Cavada qui dit ça. Hein. Si vous regardez la plainte du New York Times contre OpenAI à New York, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez franchi l'opt-out, c'est-à-dire vous vous êtes dispensé de mon accord. Or, c'est l'entonnoir inversé. Se dispenser de mon accord, ça veut dire que j'ai accès à votre travail, à vos sources, à votre marché. C'est-à-dire qu'en gros, je me sers de tout ce que vous avez fait pour créer une concurrence totalement illicite, puisqu'elle n'a pas été négociée. Là, ça fait double concurrence en plus. C'est une double, puisque par ailleurs, derrière ça, le marché des données. Donc, on voit bien, c'est un moyen d'entrer dans une négociation qu'un auteur tout seul dans son coin ne pourrait pas avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les auteurs sont regroupés dans des organisations telles que la musique en France, c'est la SACEM, ou la GEMA en Allemagne, qui vient de gagner d'ailleurs, par parenthèse, un procès il y a 2 jours, sur l'industrie musicale, en faveur de l'industrie musicale. Je trouve très important de dire aux développeurs et de dire aux juristes que l'esprit de l'opt-out n'était pas un blocage, mais de renforcer pour les petits un moyen de négociation. Et si on revient sur la partie plus technique, pour les personnes qui n'ont jamais travaillé dans le domaine de la propriété intellectuelle et le numérique, concrètement, l'opt-out, pour le mettre en œuvre, je fais quoi? Si je suis créatrice de contenu, je publie mes œuvres sur mon site internet, comment je fais pour m'assurer que ces données-là ne seront pas scrapées par des plateformes? Du coup, si on en revient au texte, c'est les fameux procédés lisibles par la machine. Oui. Donc voilà, c'est un peu flou. En plus, il n'y a pas de définition. Donc on patauge en se disant, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Donc il faut que ce soit détecté par ces fameux robots qui viennent crawler. C'est ça le but, c'est que l'information, le message qui dit que l'exception, on ne la veut pas, on ne veut pas se soumettre à l'exception et donc on opt-out, puisse être lisible. Il peut y avoir 2 types de possibilités, soit dans le fichier lui-même, donc on va opt-out à partir de la création elle-même, donc que ce soit, je sais pas moi, une musique, une vidéo, une illustration, une photographie, etc. Donc dans les métadonnées de la création. Comme dans les métadonnées, on peut trouver des informations sur l'heure de la création, l'auteur, quand il s'agit d'un texte, etc. Là, il faudrait qu'il y ait un champ dans les métadonnées elles-mêmes qui disent opt-out. C'est un peu comme le gène dans un vaccin pour le corps humain. C'est un marqueur. Ouais, c'est un marqueur. Mais c'est pas si évident parce que pour un créateur lambda, comment je fais en réalité? Alors, je vois qu'il y a des plateformes en ligne qui permettent de le faire. De télécharger sa création pour mettre dans les métadonnées elles-mêmes cette indication-là et ce champ-là. Après, il va y avoir mais des initiatives, je cherche le mot initiative. Donc par exemple, l'initiative c'est C2PA. Donc là, après, cette initiative-là, elle n'est pas dans le contexte de l'opt-out. Elle est plus dans le contexte de la transparence, même si on est toujours dans le domaine de la transparence, par rapport à la question de savoir est-ce que ce qui est généré, c'est de l'IA ou est-ce que c'est d'une création humaine finalement. Le C2PA, ça va être une norme qu'on va retrouver dans certaines plateformes qui se soumettent à cette norme-là et qui va permettre de dire oui, en fait, ça provient bien de l'IA. C'est pas l'homme, c'est la machine. Très bien. Alors on pourrait se dire comment est-ce que des normes comme le C2PA peuvent être utilisées pour aussi marquer dans la métadonnée l'opt-out. Parce qu'en fait, ça, finalement, techniquement, c'est possible. C'est juste une autre métadonnée qui viendrait indiquer de manière renforcée, peut-être sur un standard, parce qu'on voit ce standard-là du C2PA, par exemple, il me semble qu'on le voit avec Meta. Je crois qu'on le voit aussi sur LinkedIn quand on télécharge une image. On le voit avec OpenAI. Donc ce standard-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le généraliser avec l'opt-out? Et puis ensuite, si on n'est pas sur le fichier lui-même, ça peut être des indications au niveau du site. Là où c'est intéressant sur le fichier, c'est que ça va suivre la création. Donc, quand c'est au niveau du site, une fois que le créateur a téléchargé sur un site donné sa création, si sur le site il y a ce qu'on appelle des petits marqueurs comme des robots, donc robot.txt, AI.txt ou d'autres fichiers qui viennent en leur sein indiquer qu'il y a opt-out, et qu'il ne faut pas scroller certaines parties du site en question, ou alors même on va avoir des balises méta plus spécifiques à certaines URL, donc qui vont être encore plus précises. Alors là, ça va exclure, si c'est respecté, encore faut-il que ce soit respecté par les robots crawlers,
Mais du coup, si l'œuvre elle est repostée, finalement, il n'y a plus la maîtrise derrière du créateur par rapport au lieu où est postée la création, où il y a bien un opt-out. Donc en soi, c'est soit au niveau du fichier lui-même via des métadonnées simples ou renforcées, soit au niveau du site et de la plateforme elle-même. Bon, au final, une fois que c'est dit, si les robots ne respectent il y a pas... une façon très simple de laisser aux juristes leur travail que vous avez excellemment développé, et que si vous êtes auteur, vous vous rapprochez d'une société de gestion qui fera ça, qui vous guidera et fera ça, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Ouais. Puis la société de gestion, elle est moderne dans son approche de gestion. Et s'agissant des fournisseurs IA, donc pour justement vérifier, ils doivent présenter une démarche raisonnable pour détecter les opt-out qui ont été faits. Donc ça passe par lire et respecter les balises HTML, par exemple, et documenter la politique de droit d'opt-out en permanence, avec une transparence, indiquer comment est-ce qu'on exerce aussi ce droit d'opt-out. Donc ça, c'est des exigences qui sont propres au RIA et que les fournisseurs d'IA doivent aussi respecter et mettre en œuvre pour les utilisateurs. Oui, parce que donc on a l'article 53 du RIA qui vient préciser. En fait, c'est comme un combo. On a des règles qui existent, qui préexistent en réalité, avec la directive, avec le CPI, et on a le règlement sur l'IA qui fait directement référence à cette exception et à l'opt-out. L'article 53.1 du RIA, petit c vient nous dire obligation de mettre en place une politique de respect des droits d'auteur, des droits voisins, et plus encore de respecter les opt-out qui ont été mis en œuvre. Et le petit D vient nous dire il faut publier un résumé dit suffisamment détaillé sur les œuvres qui ont été utilisées, et plus largement toutes les données, pour entraîner le modèle d'IA. Donc ça, c'est flou. Encore une fois, on nous pose des choses, c'est flou, on fait des références à d'autres choses qui sont déjà floues. Suffisamment détaillées. Et alors du coup, la commission a bossé là-dessus, et cet été, en juillet, il y a eu la publication justement au niveau du petit c qui dit la politique, mettre en œuvre une politique pour respecter les droits d'auteur et les droits voisins. Ils ont sorti 3 chapitres qui sous forme de guide pratique qui est volontaire. Donc, en fait, un code de bonne pratique, un guide de bonne pratique volontaire, avec un premier chapitre, je crois, sur la transparence, un deuxième chapitre sur le droit d'auteur, un troisième chapitre sur la sécurité et la sûreté. Le deuxième chapitre sur les droits d'auteur vient précisément indiquer, mesure 3.1 ou 1.3, je sais plus trop, vous devez utiliser des robots qui vont respecter les fichiers textes qu'on va trouver sur les sites et qui disent opt-out. Vous devez absolument utiliser des techniques de crawling qui vont respecter les opt-out. Bon, très bien, on se soumet volontairement à ce code de bonne pratique. Bon, j'ai un peu de mal à voir exactement ce que ça ajoute. Oui. Et ensuite... c'est vraiment un entassement. C'est un entassement et c'est une redite qui n'apporte rien. Après, c'est mon avis. Et ensuite, on a le résumé suffisamment détaillé des données exploitées pour entraîner le modèle d'IA, et on a un modèle du résumé suffisamment détaillé. Une notice du modèle. D'accord. Et avec une redite encore qui dit « il faut respecter l'opt-out ». Et honnêtement, je suis d'accord, je vois qu'un entassement de terminologies qui sont toujours les mêmes, qui n'apportent rien, qui n'éclairent pas, où en fait on n'est que dans du coup qu'est-ce que ça veut dire, on essaye d'expliciter et finalement ça profite à qui? Il n'y a pas de réponse. Ouais. Plus exactement, ça profite à celui qui est le plus constant dans le lobbying auprès des institutions exécutives ou législatives, parce que c'est ça la vraie histoire qu'il y a derrière. Sûr. C'est des intérêts. Les intérêts. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que moi, je me pose la question. Quand vous avez dit, je trouve ça super intéressant, que ça n'avait pas du tout été pensé pour ça, l'opt-out. Donc, il y avait ces 2 exceptions de texte et data mining. Aux fins de recherche scientifique, d'une part, c'était en fait la réalité, et puis il y a eu une extension à quelque fin que ce soit. Mais ça n'avait pas été pensé pour ça. Vous avez dit, au contraire, ça a été vraiment pas pensé pour ça. Alors, pourquoi ça a été récupéré? Comment on explique, du coup, que ça a été récupéré? On est sur une échelle de l'Union européenne. Il y a une directive à l'échelle de l'UE qui n'est pas pensée pour ça, et c'est récupéré à l'échelle de l'Union européenne dans un règlement. Parce que le flou profite au plus fort. On en parlait tout à l'heure, mais on avait connu ça avec la portabilité. Donc, finalement, la mise en œuvre de la portabilité pour partager des données personnelles, ce standard de portabilité d'un support, les Américains l'ont fait, c'était le Data Portability Project, donc il fallait passer par les GAFAM pour... Et on a toujours eu du mal, nous les Européens, sur les standards. Et on a toujours eu du mal, regardez dans le W3C, on est quand même très peu représenté. Il y a quand même une évolution depuis 2020, avec la mise en œuvre de la vision politique de la Commission européenne, de DGA, DA, etc., qui s'incarne dans les data space. Et derrière les data space, il y a des communs des infrastructures numériques essentielles, comme Gaia-X ou Simple. Alors, c'est peut-être un peu technique pour les juristes, mais sachez que, par exemple, pour avoir un consentement,
pour avoir quelqu'un qui va consentir à un partage de données personnelles et qui va autoriser une personne à partager une autre personne, et dans un data space, la donnée va circuler. On a aujourd'hui un standard sur GAIX, sur le consentement. On sait ce qu'est un consentement valable dans le code. On pourrait très bien imaginer de faire la même chose pour des licences, pour gérer l'opt-out, etc. Simplement, tout ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant, les métadonnées, mais ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça. Et il suffit de prendre l'excellent rapport du CSPLA sur le droit d'auteur, on verra qu'il y a une guéguerre déjà des Européens, où il y a un peu les Allemands, tout le monde a un peu son standard. Bon. Dans les data space, on en parlera dans la deuxième acte de cette webinaire, plutôt plus technique en janvier, avec des gens comme Alien Intelligence, comme Label for AI, qui sont vraiment sur ces créations de standards. En fait, il y a des choses très simples qui sont mises en œuvre, c'est qu'il y a un auteur qui définit, d'ailleurs dans un bot, les permissions et les contraintes qu'il autorise. Donc c'est can and must, c'est du code. Il y a une convergence vers un langage qui s'appelle Holistic Data Rules Language, le HDRL, et qu'on est capable de créer des contrats augmentés lisibles par la machine. L'Europe converge là-dessus, les Finlandais ont beaucoup amené, les Allemands, on converge tous là-dessus. Partout dans les data space européens, on cherche des juristes qui sont capables de créer des contrats en HDRL. Bon, après, si demain, on est capable de permettre à nos auteurs et nos titulaires de droits voisins de définir leurs conditions de réutilisation, j'ai envie de dire, c'est au LLM, c'est aux puissants aussi, de respecter ces contrats. C'est juste à nous de faire en sorte qu'on ait des contrats lisibles par la machine. Et ça, c'est notre job. C'est notre job sur les standards. Et on n'est pas loin, en tout cas, on le verra dans la prochaine session de janvier, des choses qui marchent concrètement. Il y a eu du smart contract aussi, d'ailleurs. Il y a eu du smart NFT, contract. Il y a le lien, peut-être tu peux en parler, entre un NFT, entre l'existence d'une œuvre et ses conditions de réutilisation, et en fait, qui transcende les métadonnées. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle va circuler, je vais toujours avoir une URI, un endroit où je vais pouvoir voir quel est le contrat qui est lié à cette œuvre, quelle que soit sa circulation. Après, je le respecte pas, c'est une autre affaire. Mais on a des fonctions pour le faire. Peut-être tu veux développer le lien avec NFE ? Il y a quand même une grande professeure, Alexandra Bensamoun, qui a travaillé sur le rapport qui a été publié le 11 décembre 2024 au CSPLA et qui porte sur la mise en œuvre du RIA en France, avec deux volets. Un volet économique, des analyses des enjeux économiques sur le sous-jacent et l'accès aux données protégées par les droits de propriété littéraire artistique. Et un volet plus juridique qui porte justement sur le contenu qui est utilisé par les modèles d'IA. Et donc le rapport du CSPLA, ils ont travaillé sur un modèle de template qui parle de ce résumé suffisamment détaillé, notamment et ils développent cette obligation de transparence pour les fournisseurs d'IA. Et cette obligation de transparence, j'aurais aimé peut-être que tu nous en parles aussi, parce qu'elle est très importante. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le cœur aussi des contenus qui sont utilisés, des utilisateurs et des fournisseurs ? Quelle est cette obligation de transparence ? De toute façon, la transparence, c'est la base pour tout. C'est la base. Au final, ça vide le droit de toute sa substance. S'il n'y a pas de transparence, y a rien, c'est autant ne pas avoir de droit. Donc aujourd'hui, je pense que le cœur du problème, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont écrits noir sur blanc, pourquoi pas. Il n'y a aucune transparence. Sur les données utilisées. Oui, il y a des droits. De toute façon, il y a bien un droit de la propriété intellectuelle, il y a un droit d'auteur, il y a tout, mais il y a une opacité telle aujourd'hui qu'on essaye de corriger, mais c'est pareil, on ajoute peut-être du flou au flou. Alors oui, dans le RIA, il y a divers éléments de transparence. C'est pas que au niveau de l'article 53. On a par exemple l'article 50, mais c'est dans un autre sujet. Ça va être par rapport justement au contenu généré par IA, le fait de bien marquer le fait que ce ne soient pas des contenus humains, ce sont des contenus IA. Et puis quand ça touche justement au deepfake, parce qu'il peut y avoir d'autres types de dérives. Après, sur l'article 53, on va être sur une transparence, parce qu'en fait, c'est vrai, le but de l'article 53, notamment au travers du résumé suffisamment détaillé, qui est censé être obligatoire pour le coup, contrairement à la politique qui, elle, est volontaire. Qu'est-ce qui prévoit l'article 53 ? Alors, l'article 53 du règlement IA, il vient poser des obligations en termes de transparence relativement aux fournisseurs de modèles d'IA usage général. Donc, ils vont avoir des obligations diverses. On a plusieurs alinéas. Et nous, par rapport aux droits d'auteur, à l'opt-out, on a l'alinéa, donc article 53.1, alinéa C, alinéa D, qui nous disent certaines choses. Et l'alinéa D vient nous dire il faut mettre en place un résumé suffisamment détaillé qui va être disponible sur toutes les plateformes, etc., etc. Ce résumé va venir se présenter sous telle forme parce qu'on a maintenant un modèle avec une notice associée extrêmement floue. Parce qu'en fait, c'est tellement pas granulaire, c'est-à-dire que c'est pas œuvre par œuvre, c'est corpus d'entraînement par corpus. Donc en fait, il n'y a pas de traçabilité. Donc on essaye de corriger quelque chose, c'est-à-dire on sait aujourd'hui il y a de l'opacité. Très bien, on met en place des règles. Ces règles, elles sont floues, très bien. On prend des mesures pour venir les clarifier. Vous avez des modèles, des machins, des trucs. En plus, c'est obligatoire. Mais ça n'aide pas. Ça ajoute du flou au flou. Aujourd'hui, je pense que qu'est-ce qui s'est passé avec ce modèle-là, qui existe là depuis cet été, qui est censé être obligatoire. Moi, personnellement, je ne sais pas.
et c'est pas granulaire. Donc en fait, il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire qu'on dit on va mettre en place de la transparence. Moi, je considère qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si je suis très optimiste sur cette transparence-là pour la suite, en tout cas comme ça. Et forcément, pas de transparence. Donc il y a des droits qu'on ne peut pas appliquer. Donc on n'a pas d'effectivité du droit. Pas d'effectivité du droit. Quelle différence entre pas de droit ? Vous avez lâché un mot qui est très important, dont je veux souligner l'importance en caractère gras, si je puis me permettre. C'est le mot transparence. Car dans toute l'histoire de la technologie moderne actuellement, c'est probablement le centre du conflit quand il y a absence de transparence, et il y a beaucoup d'absence de transparence. Et c'est si vrai que si vous remarquez, quand des groupes qui se sentent lésés vont rester devant les tribunaux, toujours au centre de la décision ou de l'arrêt ou du compte-rendu qu'en fait telle ou telle autorité judiciaire, ou même la DLC en France qui nous a beaucoup aidé à caractériser et organiser nos droits, même si on est loin encore du but, eh bien c'était la transparence qui était au centre, toujours. Et donc le mot que vous avez soulevé là, il est pour moi central. Et justement, avec tout ce flou qui existe sur le fait d'assurer la transparence dont vous parlez, comment on fait aujourd'hui pour avoir de la transparence malgré le flou ? Concrètement, comment un auteur peut comprendre que son œuvre a été aspirée ou pas par un système d'IA ? Eh ben, bon courage. Alors comprendre, pour ma part, je dirais qu'aujourd'hui, l'avenir, et c'est ce que Alexandra Bensamoun dit dans son rapport sur le volet donc rémunération des contenus, parce que c'est ça aussi. Comment est-ce que l'auteur va finalement se rémunère ? L'exploitation des œuvres, on exploite les œuvres dans les systèmes d'IA, allez, on y va, on pille les données du Times, on pille les données d'Anthropic. Là, il y a eu aussi le juge américain fédéral, enfin, avec l'affaire Anthropic. Comment on fait ? Eh ben, l'avenir, et c'est ce que nous dit, parce qu'à un moment, on va arriver aussi à un épuisement des données. Ça, c'est les scientifiques qui sont positionnés sur ce sujet-là, en disant il va nous falloir des données fraîches. Parce que les données, les œuvres qui sont générées tournent entre elles. L'IA s'entraîne de données qui sont entraînées par déjà entraînées par d'autres données, etc. Donc, boucle de rétroaction. Exactement. Donc, l'avenir, en tant que juriste et chercheuse, c'est de la licence, c'est de la négociation, c'est des contrats que les auteurs, les sociétés d'auteurs vont passer avec des sociétés privées ou d'autres sociétés, des fournisseurs d'intelligence artificielle. Ceux qui exploitent ce matériel. Avec les gros qui vont exploiter justement. Ah oui, avec les gros. Mais avec les gros face aux gros, parce que sinon c'est impossible. Comment l'auteur, de manière indépendante, s'en sort là-dedans ? Parce que ce qui est fou, c'est qu'on va observer, par exemple, il y avait The Guardian, donc l'organe de presse The Guardian, qui avait indiqué, je sais plus, je crois que c'est en 2023, on met des robots maintenant pour interdire à ChatGPT de venir récupérer nos données. Et finalement, hop, on passe en accord. Mais c'est très bien, c'est The Guardian, on voit bien que Le Monde passe en accord avec OpenAI, on voit bien qu'il y a des accords qui se font partout. Très bien, au moins on peut se dire qu'il y a une volonté peut-être d'aller dans un sens respectueux. Il y a aussi des intérêts réciproques, je ne sais pas ce qu'il y a dans les contrats, mais ce sont des très gros groupes. Et quand on voit par exemple, alors pour reprendre les sociétés de gestion collective, depuis un moment déjà, la SACEM, la SAIF, la SACD ont bien expliqué qu'ils exerçaient leur droit d'opt-out. Ils l'ont dit noir sur blanc, il y a des communiqués de presse. D'accord. Et alors ? C'est-à-dire que je veux bien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Moi, j'ai été regarder, j'ai essayé de chercher, j'ai vu les communiqués de presse. Je ne sais pas si vous savez concrètement ce qu'ils ont fait pour que ça fonctionne. Et de toute façon, comment chaque auteur pourrait être bien certain que ça fonctionne ? Alors, par exemple, j'ai lu qu'il y avait une foire aux questions de la part de la SACEM qui expliquait du coup, tous nos adhérents sont protégés par l'opt-out que nous mettons en œuvre. Voilà, on a dit opt-out, ils sont protégés, ils n'ont rien à faire. D'accord, mais j'aimerais bien techniquement comprendre, c'est-à-dire ? Parce que pour l'instant, je trouve ça juste très opaque. Alors, est-ce que c'est pour juste faire un peu peur, mais je ne sais pas si ça fait vraiment peur. Est-ce que c'est pour dire, nous, on prend les devants et on veut montrer qu'on est sur le sujet, qu'on protège nos adhérents ? Mais d'un point de vue effectif, je ne sais pas. Et de toute façon, ça reste encore des organes qui sont capables d'avoir un certain impact, peut-être. Mais quand on est un acteur, un créateur à une moindre échelle, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce qu'on va réussir contractuellement à entrer là-dedans. Il existe quand même des outils. Si je prends l'exemple de la presse, par exemple,
vous avez à travers le monde un certain nombre de sociétés, pas beaucoup d'ailleurs, mais dont le métier, c'est en effet de faire fonctionner des robots pour savoir ce qui a été emprunté et de le signaler aux ayants droit. Alors il y a par exemple, les Canadiens font ça, mais surtout il y a un système français qui est très, très perfectionné, qui maintenant d'ailleurs contractualise avec des sociétés en France, avec des sociétés en Allemagne, avec des sociétés en Europe, et qui s'appelle Bots Corner. Et qui est très intéressant parce que au fond, c'est le radar qui dit telle entreprise a aspiré telle œuvre. Et donc, l'étape d'après, c'est qu'il faut que le propriétaire de cette œuvre se défende. Et là, il y a des moyens groupés. Les moyens individuels sont quand même plus compliqués. Mais on voit bien, tout ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on court après les technologies. Ben ça, c'est pas possible autrement. Mais on ne va pas jusqu'au bout de ce que la technologie peut faire, de telle sorte que des flous, des absences de transparence s'installent qui compliquent le travail du législateur, le travail du propriétaire des droits et le travail de celui qui devrait s'en servir pour faire son commerce. Et donc, alors les avocats pourraient, s'ils n'avaient pas d'éthique, s'en réjouir, puisque ça nourrit les cabinets, mais ça ne mène pas suffisamment loin et pas suffisamment vite, surtout puisque toutes ces procédures sont longues. Je vais faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que les auteurs peuvent avoir l'intérêt à ce que leurs œuvres soient aspirées par les modèles d'IA ? Par exemple, ils peuvent avoir intérêt à ce que leurs œuvres soient mises en avant par les modèles d'IA qui sont aujourd'hui utilisés comme des moteurs de recherche finalement. Donc, avoir son œuvre aspirée par un modèle d'IA permet de promouvoir son œuvre et d'avoir accès à un public extrêmement large, ce qui pourrait éventuellement être aussi dans l'intérêt de l'auteur, qui cherche à rendre son œuvre particulièrement visible. On le voit chez les avocats, par exemple, que maintenant, je veux être dans les résultats de ChatGPT. Donc, je vais distribuer mes écrits sous des licences libres pour autoriser des LLM à les moissonner et d'être il y en a un dans la salle, je sais que ça lui est arrivé. Récemment, il a eu un client qui lui a dit à son client, comment vous m'avez trouvé? Il ressortait dans les résultats de ChatGPT en tant qu'avocat. Parce qu'il avait autorisé, donc ça s'appelle le GEO, pas le SEO. Mais Je fais un parallèle. Je pense en fait à ces artistes NFT qui, à un moment aussi, ont mis à disposition leur œuvre. Pour une démarche artistique, pour faire le buzz, c'est ça aussi, pour se faire connaître, pour la notoriété, etc. Et après, en droit, encore une fois, on n'est pas sans rien, il y a le principe d'épuisement des droits en droit d'auteur. À partir du moment où on met justement à disposition une œuvre, c'est comme ça en fait. La création, elle est divulguée, on ne peut pas s'opposer. Donc, peut-être qu'il peut y avoir... Moi, je crois aux artistes qui ont envie de se faire connaître, parce que j'ai vu ça au niveau des NFT. Ça peut être la même chose aussi au niveau de l'IA. Je ne connais pas beaucoup, de toute façon. Vous avez tellement raison que je ne connais pas beaucoup d'artistes qui n'ont pas envie de se faire connaître. Ou alors ce sont des artistes maudits. Et même ceux-là, au 19e siècle, allaient voir leurs éditeurs en essayant de faire la manche pour vivre. Il y a deux choses que je voudrais dire là, sans empiéter sur votre domaine, et d'ailleurs j'en suis pas capable. Mais si on prend un peu de recul, la première chose qu'il faut dire, c'est que, une fois pour toutes, ça s'adresse aux législateurs et ça s'adresse au gouvernement, d'une part. Donc l'appareil législativo-exécutif. Ça s'adresse à ceux qui développent des entreprises. Alors, on va dire aujourd'hui les GAFAM et autres. Il faut savoir que l'activité artistique, elle a une valeur économique. Pourquoi elle a une valeur économique? Parce que les gens qui produisent des œuvres, ils ont besoin de vivre, et ils en vivent d'ailleurs. Deuxièmement, parce que derrière l'œuvre, il y a une clientèle, il y a le grand public, il y a tout le monde. Je vais prendre un exemple qui est très simple, parce que tout le monde le connaît, le cinéma. Le cinéma, ça sert aux médias pour proposer leur programme. Ça sert aux producteurs pour organiser les conditions d'une création, en tout cas d'une matérialisation de la création, mais ça sert aux scénaristes, ça sert aux musiciens illustrateurs, ça sert aux interprètes, ça sert même aux distributeurs. Bon. Et donc il y a une économie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de centaines de milliards annuels. C'est une industrie énorme. C'est plus que les télécoms et l'automobile réunis.
En 2014, en plus, l'étude dont je vous parle. Et on comprend très bien que tout ça est déclenché une force atomique contre la création. Et que, par ailleurs, étant en retard du point de vue technologique, les Européens ont couru derrière les régulations. Mais maladroitement, parce que souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'absence de transparence fait qu'on ne touche pas à la cible. Hein. C'est une première chose. Que deuxièmement, vous vous retournez vers quand vous avez des outils juridiques, vers des procédures, c'est long, c'est lent, c'est dépassé. Quand le verdict arrive, souvent c'est dépassé. Hein. Et qu'on voit bien que là, il faut créer des conditions qui soient dures, claires et nettes juridiquement, à minima, un socle minimum clair, pour entamer quoi? Le vrai but de cette histoire, c'est-à-dire de la négociation. Et dans la négociation, quelqu'un doit surveiller la bonne foi. Je reviens, il y a eu un procès qui a été comment dirais-je, publié, dont le verdict a été publié, je crois, en 2021, des acteurs de presse. Avait esté devant la DLC, vous connaissez l'histoire, hein, c'est Google pour ne pas contre Google. Eh bien, dans l'attendu, outre les pénalités financières qui étaient extrêmement solides, hein, les pénalités financières, eh bien, il y avait, dans les attendus, il y avait 3 obligations pour le pourvoyeur en question. Il y avait l'obligation de négociation, il y avait l'obligation d'équité, c'est-à-dire partager la recette, et il y avait l'obligation de transparence. Le tout formait la loyauté de la négociation. Or, dans toutes les affaires qu'on évoque, il manque souvent un des paramètres quand ce n'est pas les 2, quand ce n'est pas les 3. Oui, ce principe de loyauté et de bonne foi dans les négociations, divulguer les informations qui sont nécessaires justement, et poser les choses sur la table et dire voilà ce qui se passe, il y a les plateformes, les fournisseurs d'IA, les différents acteurs, les auteurs, il faut que chacun puisse Et tous les projets de l'équilibre. procédure que je vois passer actuellement tournent autour en effet de la transparence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est fondamental ça. Donc on l'a dit, en effet parfois des auteurs ils peuvent avoir intérêt à se faire connaître et du coup à permettre aux fournisseurs d'IA justement d'entraîner les modèles sur leurs œuvres. Dans une hypothèse tout autre, c'est-à-dire quand un auteur identifie qu'un contenu a été généré et que ce contenu est finalement contrefaisant et donc aspiré son œuvre et que l'auteur n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Contre qui il pourrait agir et est-ce qu'il a véritablement l'intérêt à agir, compte tenu des coûts de la procédure et compte tenu surtout du fait qu'en droit français, le droit d'auteur, c'est un droit acquis dès le départ, dès la création de l'œuvre. Donc, quelque part, agir en justice pourrait éventuellement remettre en question l'originalité de l'œuvre, donc remettre en question le droit d'auteur en tant que tel. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé ? Il y a différents mécanismes qui existent encore une fois en droit d'auteur pour ester et pour démontrer que l'œuvre a été utilisée de manière non autorisée. Et on l'a vu là récemment avec la décision allemande, du juge allemand sur le droit de reproduction, oui, tribunal unique, effectivement. C'est le fait d'utiliser encore une fois des œuvres sans autorisation. Eh bien, on a les armes juridiques avec le code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction, le droit de représentation, et c'est là où on va pouvoir aller justement rester en justice. Et puis il y a d'autres mécanismes en droit de la concurrence, notamment quand on s'immisce dans le sillage économique d'une autre société qui a généré du contenu. Là, on peut parler de droit de la concurrence, le parasitisme. Est-ce qu'un artiste, un auteur finalement c'est la question, c'est de savoir est-ce qu'un artiste, un auteur a intérêt à rester en justice, c'est ça, si son œuvre... Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des risques associés au fait de rester en justice ? Des risques, il y a toujours des risques et avantages, c'est sûr. Mais je sais pas je m'en remets à la décision récente là, du tribunal allemand en Allemagne, effectivement. Sur l'industrie musicale. Oui, sur l'industrie musicale, effectivement. Donc peut-être qu'on peut en parler. Il y a eu violation. On reconnaît la violation de droit d'auteur, notamment l'utilisation de paroles de chansons, œuvres protégées, qui ont été justement usurpé, sans licence et sans accord et sans rien. Ça a été dit d'ailleurs, usurpé. Exactement, tout à fait. Et l'IA, donc dans cette décision, l'IA, elle mémorise. En fait, elle va mémoriser cette œuvre. Si tu peux résumer un petit peu les faits, c'est quelle IA, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ?
Eh bien, ce sont des paroles de chansons qui ont été reprises et qui ont été mobilisées par l'IA un certain temps, ce qui fait que le droit d'opt-out et le reste n'a pas pu être correctement, n'a pas été reconnu en fait. Mais comment on a pu prouver justement? Ça, bonne question. Ouais. Je pense qu'il y a des experts de haut niveau là derrière, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc c'est la GEMA. C'est une société la GEMA. La GEMA. Ah bah désolé. Mais je vous en prie. Je n'ai jamais fait Vous savez, allemand. moi, je suis toujours à la disposition. Je suis toujours à la disposition de ceux qui, comme moi, j'ai besoin En de l'aide français, de ça tout se le dirait monde. GEMA, non? Comment? En français, ça se dirait GEMA. Oui. Oui. Bon voyage. Bon voyage. Voilà, alors la GEMA contre OpenAI. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est une société de gestion collective, ce serait l'équivalent de notre SACEM. C'est ça? C'est ça. Qui a reproché à OpenAI d'avoir utilisé sans autorisation, donc d'avoir contrefait 9 de ses chansons qui font partie de son répertoire pour pour entraîner ses modèles. Donc vraiment, le reproche, c'était de la contrefaçon pure au niveau de l'entraînement des modèles, d'une part, et de la reproduction aussi dans les outputs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI a répondu en disant bah non, nous, on n'a pas fait de reproduction pure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est couvert par le text et data mining, on est dans l'exception, nous, on n'a rien reproduit. On a juste utilisé la fouille de données pour tirer des informations, etc., etc. Et je pense qu'il y a eu des experts de très haut niveau là-dessus qui ont été capables en fait de se rendre compte. Mais si j'ai compris, c'est parce qu'en fait dans les outputs, ça donnait en fait des indications. Il y avait des ressemblances qui étaient tellement poussées avec les œuvres que ça ne pouvait pas être juste pas un hasard, mais juste un faisceau teindé, juste des informations qui auraient été tirées. Ça ne pouvait pas être simplement des corrélations qui auraient été tirées, etc. des créations, mais il faudrait qu'il y ait vraiment une reproduction dans les modèles eux-mêmes. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a reproduction, on n'est plus dans l'exception de text et data mining. Alors, il y a une reproduction qui est temporaire à ce moment-là, mais pour tirer des informations spécifiques. Après, l'œuvre, elle doit être supprimée. Là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas eu de suppression de l'œuvre à partir du moment où ça ressort dans les outputs. Elle a été mémorisée, en fait. Elle a été mémorisée. Donc, le phénomène de mémorisation a été analysé comme une reproduction au sens du droit d'auteur. Et donc, sans autorisation, on n'est pas dans le cadre de l'exception, là. On est vraiment dans le cadre de la contrefaçon, vu que le monopole, il joue encore. C'est la mémorisation qui exclut, en fait, le TDM. Il y a un acte... On a une certification économique indépendante par rapport au triple test. Oui. Alors après, il y a ça. Je ne sais pas si le triple test il a été évoqué directement, mais il y a une corrélation directe, puisque ce qu'ont expliqué les juges, c'est qu'à partir du moment où il y a cette reproduction, on ne peut de toute façon pas être dans un cadre d'exception, puisqu'il y a une atteinte directe aux intérêts économiques des auteurs, des ayants droit. Et à partir de ce moment-là, on entre dans quelque chose qui ne peut pas être considéré comme OK sans autorisation, parce que l'atteinte économique, elle est trop importante. Et c'est vrai qu'il y a un rapport avec le triple test. Donc aujourd'hui, moi, je me demande dans quelle mesure cette exception au droit d'auteur, qui est le text et data mining, est conforme au triple test en parallèle, puisque ce triple test vient mettre certains critères, et dans ces critères, on voit qu'il ne doit pas y avoir une atteinte économique aux intérêts de l'auteur qui soit disproportionnée. Et c'est ce triple test, normalement, qui doit venir en balance de chacune des exceptions. C'est pas juste pour le text et data mining. Donc toutes les exceptions au droit d'auteur devraient remplir ce triple test. Et on retrouve une corrélation là-dedans avec la décision qui a été rendue par les juges allemands sur cette notion-là de ne pas porter atteinte aux intérêts économiques de l'auteur et le triple test qui existe aujourd'hui. Mais c'est un cas de jurisprudence qui est quand même intéressant et qui fortifie la notion de droit d'auteur. Mais je voudrais réélargir dans le sens de la question d'Anastasia. Parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté fondamentale. Les œuvres, elles ont pour but d'être connues. Leurs auteurs veulent se faire connaître et c'est bien légitime. Je connais personne qui veut aucun succès pour aucune de ces œuvres. Ça n'existe pas ou très rarement. Ça va être dans la solitude d'une mansarde et sans doute avec un peu d'alcool, sinon c'est pas possible. Et donc c'est la vocation naturelle de l'auteur de communiquer au public par tel ou tel vecteur. Mais ce faisant, avec les machines contemporaines que nous avons, avec la technologie mise à notre disposition, il devient lui-même comparse de quelque chose qui va lui échapper et qu'il va reprocher à ceux qui exploitent. Je suis plus clair, les données. Ce qu'il donne doit être protégé, mais toutes les données qui permettraient d'aboutir à cette protection ne devraient pas pouvoir être exploitées, je dirais, discrètement. Or, on assiste depuis de nombreuses années à un deuxième marché. Je ne parle pas encore une fois de celui de l'exploitation
du vol des œuvres ou de l'exploitation à bas étage, bas prix, mais du marché des données dont nous sommes nous-mêmes tous les jours des pourvoyeurs. Nous utilisons des smartphones, nous utilisons des ordi, nous utilisons des tablettes. Qu'est-ce que font ces machines? Elles donnent, pour répondre à nos besoins, des données qui créent un marché secondaire. Et alors, en Europe, ça heurte le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est en fait l'outil du droit fondamental européen, qui concerne chaque individu, auquel chaque individu a droit. C'est-à-dire que vos données font partie de votre patrimoine quasiment génétique, elles vous appartiennent. Mais simplement, c'est devenu un tel marché maintenant que non seulement les fuites nourrissent ce marché, mais les vols aussi. Je ne citerai pas son nom directement, ce n'est pas la peine de faire du chagrin à ses actuels propriétaires, mais il y a un système de réservation médicale très connu en Europe, un peu très français et un peu allemand, qui à un moment, apparemment, a lui-même vendu des données. Il y a d'autres entreprises qui se sont fait piller, mais il y a d'autres entreprises aussi qui ont vendu des données, d'autres organisations. Or, on voit bien que là, toute une économie, black, noire, a été créée. Et il faudra bien un jour qu'on puisse la traiter, cette économie. Ouais. Comment on va se ranger avec la protection des données individuelles et le marché? Sur ce sujet-là, il y a une étudiante que j'ai eu la chance d'avoir, qui s'appelle Clarence Tokyo, qui a fait un mémoire et qui a publié un ouvrage qui s'appelle « La donétisation ». Donc justement sur tout l'aspect économique de la donnée. C'est-à-dire la monétisation de la donnée. Oui, monétisation de la donnée, exactement. Très intéressant. Mais c'est un vrai sujet, hein. C'est même le nerf de la guerre, c'est ça, c'est les données. Un des deux. L'économie mondiale. Or, nous sommes complaisants nous-mêmes, puisque pour utiliser l'outil, on balance les données. Exact. Ça, c'est autre chose. Il y a le secret d'affaires aussi, ça, on peut en parler. Mais... Pour pallier ces difficultés, en tout cas pour essayer de cadrer davantage tout ça, est-ce que, Jean-Marie, vous pouvez nous parler des projets, s'il existe des projets au niveau européen ou français? Vous avez évoqué avant l'émission le projet de registre, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je dirais que l'exécutif européen, si l'on considère que la Commission est l'élément saillant, proéminent de l'exécutif européen, cherche évidemment à colmater les fuites de la baignoire, si je puis dire. Et pour une bonne application du DSA, il y a notamment le projet de registre. Le projet de registre, je suis très hésitant parce que, à la fois, c'est une bonne idée de centraliser quelque chose de lisible pour tout le monde, mais il pose vraiment beaucoup de problèmes. Je n'irai pas beaucoup plus loin parce que c'est très technique et moi-même, je ne suis pas sûr d'être exact dans ces affaires. Et notamment, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, la blockchain est un des recours possibles et probablement, je ne dirais pas que c'est le meilleur, ça je l'ignore, mais c'est le moins pire. C'est celui qui offrirait probablement le plus de garanties et je sais que vous vous y intéressez de très près. La deuxième chose que je veux dire, c'est que dans toutes ces affaires, nous parlons presque de détails actuellement, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du continent européen et de ceux qui ont la charge d'essayer d'organiser une régulation qui tienne la route, qui dure quelques années, parce qu'un clou chasse l'autre, la technologie chasse la technologie. Eh bien, c'est qu'on est entré dans un processus dit de simplification. C'est la technique des textes omnibus. En réalité, il faut faire très attention. D'abord, il se passe quoi à Bruxelles? Il faut que les gens sachent ces choses. Et encore une fois, mon but n'est que d'arriver à un marché assaini, mais un marché d'accord, un marché où l'on peut négocier. J'ai ça à vendre, tu as ça à acheter, négocions. Les règles sont faites pour ça. Eh bien, je pense que sous l'effet peut-être d'une sorte de contrition du retard technologique que nous avons en Europe, même si on voit poindre et se développer des startups qui aujourd'hui commencent à prendre de l'importance en France et en Allemagne notamment, en matière d'IA. On voit se développer le désir de simplification. S'il s'agit, comme je l'ai dit au début de notre entretien, d'éradiquer un certain nombre de normes presque subalternes faute d'avoir touché l'essentiel, alors oui, il faut le faire.
mais je réfute cette idée que la simplification permettra davantage d'innovation. Ça n'est pas vrai. C'est la mauvaise régulation qui complique l'innovation, pas la bonne régulation. Et actuellement, on entre dans un cycle qui va passer tout au crible. Il faut dire qu'il y a matière. Hein. Le déjà Act, l'IA Act maintenant, entre-temps il y avait le RGPD, entre-temps il y avait le droit d'auteur de voisin, et il y en a comme ça toute une liste qui est très importante et qui fait que les gens, si vous n'êtes pas une grosse entreprise, de taille en tout cas au moins moyenne, vous n'avez pas les moyens juridiques même de savoir ce que vous devez respecter. Donc on voit bien que ce n'est pas adapté, on voit bien que ce n'est pas suffisant, c'est trop tatillon et pas assez régalien. Et c'est à quoi j'aspire. Je doute que sous l'énorme influence, l'énorme pression, plus, je dirais, la propagande mentale qui s'est développée en Europe depuis 2-3 ans, notamment depuis l'arrivée de l'IA, je doute que les pays membres de l'Union soient d'accord pour, à 27, obtenir la même régulation basique, mais régalienne. Je doute. Et deuxièmement, je pense que toutes les institutions européennes aujourd'hui, sous l'effet de deux choses, l'extraordinaire rouleau compresseur des lobbies d'une part, et l'autre rouleau compresseur des extrêmes, des partis politiques extrêmes en Europe, parce que ça on n'en parle pas, mais ça joue, eh bien je doute que la puissance politique nécessaire à ce droit régalien que j'appelle moi de mes voeux pour qu'on puisse trouver une bonne base de négociation avec des gens qui respecteraient la transparence, la bonne foi, la loyauté et l'équité, je doute qu'on y arrive, vous voyez. Et donc, on va devoir se battre, mais en même temps, encore une fois, on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Il faut aider le régulateur à bien réguler. Ça ne lui viendra pas tout seul, il est exposé lui-même. La commission est infiltrée. Il faut le dire. Je sais que c'est pas bien. Je ne crache pas dans la soupe en disant ça. Je pense que la commission ne prend pas en main suffisamment la liberté dont elle pourrait disposer en vertu des traités pour faire ces régulations régaliennes dont je parle, pour faire en sorte que ça fonctionne à l'intérêt double des créateurs, des possesseurs de contenu, et des opérateurs qui en ont besoin. Ça ne devrait pas être trop compliqué de faire ça. Il va falloir y aboutir. Et justement, vous pensez qu'avec l'idée, la tendance en Europe et en particulier en France de construire une start-up nation, d'investir davantage dans l'innovation, que cette tendance-là, finalement, va empêcher la régulation plus riche du numérique, et en particulier du numérique en lien avec le droit d'auteur? Je distinguerai les opérateurs européens des opérateurs américains d'une part et chinois d'autre part. Les Européens se sont mis d'accord entre eux, vous avez vu les lettres qu'ils ont publiées récemment, pour obtenir quelque chose de clair et de simple. C'est normal, c'est leur rôle, ils en ont besoin. Mais quand on a dit ça, fût-ce par le processus d'un moratoire qu'ils réclament d'un an, un moratoire ne fera que reculer le problème. Peut-être qu'on le percevra mieux, mais en tout cas, ça ne réglera pas. Ça, c'est tout à fait clair. Et fût-ce par un autre biais qui serait celui d'amoindrir, d'amodier à la baisse des régulations, il faut savoir qu'un jour eux-mêmes se trouveront exposés. Le problème central que nous aurons un jour, c'est qu'on aura tellement appauvri la création sous toutes ses formes, et je le vois dans la presse par exemple, que les machines qui ont besoin d'une vitalité et d'un flux régulier de vitalité de matière fraîche, c'est un ogre qui mange de la matière fraîche, ils ne l'auront plus. Et on commence déjà, vous avez raison. Et donc il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son compte d'exploitation annuel, je parle là pour les grands systèmes, vous voyez. Et donc il faut trouver un équilibre. Cet équilibre n'est pas là. Et puis, il faut bien dire, le projet européen sur lequel est basé à la fois le respect des libertés numériques et puis aussi toute cette construction économique, ce projet européen, il est battu en brèche par des gens qui pensent, c'est pas la peine de le citer, tout le monde va l'illustrer par ses propres réflexions politiques, il y a des gens qui pensent dans cet univers mondial, et même dans cet univers plus petit qu'est l'univers continental, que si moi, la République de Saint-Marin, je faisais mes lois tout seul pour mes 15 abonnés, je serais plus puissant que les GAFA. Ben non.
J'exagère dans ma formulation, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, on a besoin de l'échelle continentale européenne si on ne veut pas se faire laminer. Nous sommes déjà, je le redis, vassalisés juridiquement depuis 1996 par des gens qui se sont servis de ça pour construire des monopoles, et on voit hein, le chiffre d'affaires et parfois même des profits des 5 ou 6 grands GAFAM est actuellement égal ou supérieur à plusieurs États européens. Ça, quand même, ça dit quelque chose. Hein. Ils ont régulé les individus en distribuant les goûts de la consommation, régulé les masses d'individus, puis les organisations nationales, puis les organisations internationales, ils en sont là actuellement. Et un jour, tous les systèmes de direction. Quoi. Donc, on voit bien qu'il faut trouver un équilibre de négociation. J'ai la matière, je te l'avance si tu me donnes le juste prix et qu'on négocie. Et je veux la régulation nécessaire qui me permette d'aboutir à cette négociation. On va conclure. Je voulais vous proposer à chacun de donner votre mot de fin. Alors, d'un point de vue chercheuse pure, je dirais, alors il y a plusieurs postulats, il y en a qui partent du principe que la propriété intellectuelle, c'est le vol. C'est-à-dire trop de propriété intellectuelle partout nuirait justement à l'innovation, on l'a dit tout à l'heure, ou à la création tout court, et pourrait avoir un monopole de propriété intellectuelle que sur les personnes qui sont capables justement d'exercer cette propriété intellectuelle, de la faire valoir, etc. Moi, je pars du postulat inverse, c'est-à-dire que comme Beaumarchais et les Lumières, je pars du principe que quand on est un artiste ou un génie, on a la possibilité et il faut faire respecter sa propriété intellectuelle. Donc, pour ma part, le mot de conclusion serait de négocier en toute loyauté, effectivement, de mettre les choses sur la table, de poser les choses, des jalons, et de négocier des accords et des licences entre les artistes pour faire valoir leurs droits et les personnes qui veulent exploiter les données de ces artistes et les œuvres de ces artistes qui sont protégées par des droits d'auteur. Alors, pour ma part, je pense qu'il y a déjà, entre guillemets, beaucoup de mal qui a été fait. Je pense qu'on ne peut partir que d'un constat de la réalité qui est celle qu'on observe aujourd'hui. À partir de là, c'est soit on est totalement défaitiste, comme vous l'avez dit, bon, mais après, il n'y a que ceux qui ne tentent pas, qui ne gagnent aucune bataille. Je ne le formule pas exactement comme vous l'avez dit. Moi, je ne suis pas super optimiste par rapport à tout ça. J'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui se répètent et qu'on ne tire pas de leçons et que pour moi, quand on ne s'améliore pas, on s'enfonce en quelque sorte. Donc quand on est dans une situation qui perdure et de laquelle on n'arrive pas à sortir les créateurs, parce que finalement, au début, c'était les plateformes c'était le téléchargement illégal, le streaming illégal, et puis maintenant, c'est l'utilisation massive des créations par les IA. Bon, on essaye de trouver des correctifs à chaque fois, et puis ensuite on retombe dans un nouveau système qui remet un petit coup au créateur. Donc je sais pas, on peut que constater où on en est aujourd'hui, voir aussi que l'arsenal juridique, il existe, il préexistait, pourtant on a les difficultés qu'on a. J'ai l'impression qu'on a dit déjà beaucoup de choses, faut observer comment ça va se passer après. Moi je suis dans l'observation. Par contre je pense vraiment que ce qui est très important, si je devais vraiment donner le point, l'axe dans lequel je vais mettre peut-être un petit peu plus d'espoir, c'est les décisions des tribunaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des actions. Je pense vraiment qu'il faut que ça va passer par là. En fait, aujourd'hui, on peut déjà observer, entre guillemets, une victoire. C'est quand même OpenAI, c'est pas rien. La GEMA, une société de gestion collective dédiée à la musique en Allemagne. Waouh, c'est super. Oui, il y en a plein en fait des actions comme ça, mais celle-là, elle est super. C'est vraiment, ça nous montre, ok, dans les modèles d'entraînement, il y a eu de la reproduction au sens du droit d'auteur, c'est de la contrefaçon, c'est super, c'est au sein de l'UE, c'est vachement bien pour nous. Après, effectivement, on observe plein d'actions à l'échelle internationale. En général, c'est des acteurs soit qui arrivent à se regrouper en class action aux États-Unis, soit c'est des gros mastodontes comme le New York Times, etc. Mais je pense, alors moi, vraiment, mon espoir, je le mets dans les décisions de justice, vraiment. Moi, je vais quitter un peu ce terrain parce que vous êtes juriste, je ne le suis pas, même si à force, on acquiert une petite culture juridique, mais c'est simplement l'art de bien savoir lire et d'écouter ce qu'on vous dit. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent en leur demandant d'être nos alliés, qu'ils soient du côté de la tech, du côté de la loi ou du côté de la création, la chose suivante. Les œuvres de la culture au sens politico-artistique du terme, ce ne sont pas les lubies de maniaques qui, malheureux en ménage ou malheureux dans la vie, s'isolent dans leur cave pour écrire des choses.
c'est quelque chose de très profond qui porte notre pays, la France, qui porte notre continent, l'Europe, et les deux choses se rejoignent de façon gigogne. Si vous détruisez l'un, vous détruisez le tout. Si vous ne couvrez pas l'ensemble, vous n'aurez plus le particulier. De quoi je parle exactement? Eh bien, je parle du fait que la création nourrit ce qu'on appelle la culture. Il n'y a pas de culture européenne. Il y a 22 à peu près cultures de pays d'Europe. La culture des pays d'Europe, c'est d'abord l'histoire vécue par tous ceux qui ont porté des Lumières. Et c'est vieux, pratiquement ça, 20 siècles. Il y a toujours eu soit des moines, soit des marchands, soit des intellectuels, soit pour parcourir les grands fleuves européens, franchir des montagnes pour essayer de substituer à l'adversité qui a caractérisé tout le temps l'histoire des nations, sur tous les continents, y compris le nôtre européen. Il ne se passait pas 30 ou 40 ans sans guerre. Pour la première fois, 80 ans, largement, sans guerre. Pourquoi? Parce que la civilisation a dominé la bestialité. Et la civilisation, elle reposait sur quoi? Sur la culture. C'est-à-dire cette façon artistique, poétique, musicale, picturale, d'engranger notre histoire et de nous mener. Et j'ai dit, il n'y a pas de culture européenne, mais la culture de 22 pays qui ont... certains sont couverts par les mêmes langues, hein, l'Allemagne, l'Autriche exactement, mais les pays baltes aussi. Mais en revanche, il y a une culture, une forme de culture européenne qui engrange les 27 histoires culturelles des 27 actuels pays membres. Et c'est quoi, au fond, cette culture? Vous pourriez me dire de quoi on parle? Eh bien, on parle du goût de la liberté, parce que ce que nous avons en commun, au prix de batailles, au prix de carnage monstrueux, de millions et de millions de morts à travers les siècles, et encore, ne serait-ce que le dernier exploit, hélas, de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'était la bestialité qui avait ressurgi contre la civilisation. Pourquoi? Et c'est pas par hasard qu'on a commencé par détruire des livres. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne voulait pas que la civilisation domine. Si vous lisez les annotations de Robert Schuman, qui, je crois, doivent être encore de ses mémoires au Quai d'Orsay ou les attendus de ses décisions, etc., quand il a dit plus jamais ça, il a voulu dire quoi? Tout le monde pense qu'il a voulu dire plus jamais la Shoah, ce qui est vrai. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais il est allé beaucoup plus en profondeur. Il a voulu dire plus jamais la bestialité contre la civilisation. Et la culture, c'est quoi? La culture, c'est le sang qui circule dans des veines qui ne sont pas les siennes. C'est le sang qui circule pour nourrir la civilisation. Et c'est ça que je veux dire. Nous avons tous, technologues, financiers, juristes, créateurs, un intérêt commun. C'est de trouver un terrain et de ne pas laisser faire le déséquilibre des monopoles des uns ou des monopoles des autres. Ce n'est pas une lubie de fou. La culture, c'est le sang qui circule dans les veines de nos civilisations et de nos démocraties. C'est si vrai, d'ailleurs, qu'un certain nombre de réseaux laissent filtrer sur leur fourniture de produits, de services, des attaques directes à la démocratie. Et d'autres s'en servent comme des armes maintenant. On le voit bien. Donc vous voyez bien, chacun d'entre nous, que ça touche à l'essentiel. Merci à vous. Merci à tous les quatre.